La question du mal est une question lancinante dans l'histoire de la philosophie et à mon avis assez mal résolue par la multiplication des concepts métaphysiques ou théologiques qui sont, je crois, à vrai dire, pour le grand public trop abstraits, donc d'un usage pratique assez discutable pour ce qui concerne de la vie quotidienne. Donc je voudrais revenir sur deux ou trois définitions qui me semblent insuffisantes et essayer de pousser cet effort de définition un petit peu plus loin. D'abord, je crois que le mal ne peut pas se réduire à la question de la désobéissance au devoir. Il est vrai que c'est une tentation pour toutes les institutions qui nous dirigent. Je ne parle pas seulement de l'éducation nationale, mais enfin de l'État d'une manière générale, ou de toute institution à laquelle on a à un moment donné choisi d'adhérer. C'est une tentation pour ces institutions que de définir le mal et de juger négativement tous ceux qui ont transgressé les injonctions que donne cette institution. Mais c'est une définition du mal qui est très insatisfaisante puisque, chacun le sait, il y a des institutions qui sont mauvaises ou qui donnent des injonctions qui sont fondamentalement discutables. Donc si le fait de désobéir à un devoir pose problème, ce que l'on définit comme un devoir pose aussi problème. Donc il faut remonter un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. La deuxième définition du mal qui ne me convient pas, c'est la définition du mal en termes de souffrance. Comme si faire souffrir, c'était faire le mal. Faire souffrir, c'est faire du mal. Là, nous sommes d'accord. Mais que toute souffrance soit un mal, eh bien, c'est ce que ne montre pas l'expérience, puisque tout sportif, par exemple, tout intellectuel qui se donne du mal à essayer de comprendre, tout étudiant qui se donne du mal à essayer de comprendre un texte, c'est que ce mal doit conduire à un bien. Tout entraîneur ne fait souffrir ses sportifs que pour leur bien. Donc le mal n'est pas réductible à la question de la souffrance, même si cette notion me semble indispensable à la définition du mal, elle ne suffit pas. Je crois que l'élément le plus important, le deuxième élément, qui est au moins aussi important que cette question de la souffrance, c'est la question de la volonté, du respect de la volonté de l'autre. Je définirais le mal comme violence. Le mal, c'est la violence. Le mal, c'est la tentation d'imposer une souffrance à un autre contre sa volonté. Donc c'est ce contre sa volonté qui me semble caractériser par exemple le tyran, soit le tyran qui gouverne un pays comme celui qui gouverne sa petite famille, car il y a aussi des tyrans domestiques. Donc la violence, c'est cela, et je crois que c'est une définition qui peut être méditée et mise en pratique, pour le coup, dans la vie quotidienne. Avec le souci d'être à l'écoute de la volonté des autres, non pas pour s'y soumettre, mais pour l'entendre et pour refuser de se donner le droit de
marcher à pieds joints sur la volonté des autres, comme le font justement les tyrans domestiques. On peut même aller beaucoup plus loin pour une petite contribution à la construction d'une philosophie végane. Je rappelle encore une fois que Lévi-Strauss définissait l'animal comme le plus autrui de tous les autrui, que par conséquent, dans notre définition de la violence, nous pouvons profiter de cette référence à l'autre pour préciser un certain nombre de choses. Je veux dire que les nazis, au XXe siècle, avaient terriblement restreint leur compréhension de l'altérité. Pour eux, les Juifs n'étaient pas simplement d'autres êtres humains, ce n'étaient plus des êtres humains. Pour éviter d'avoir à les considérer comme des interlocuteurs, ils les avaient réduits à des animaux, ce qui avait évidemment pour fonction de permettre leur extermination. Donc, le rétrécissement de notre compréhension, de notre conception de l'autre, peut avoir des effets tragiques, violents. Et je crois que le défi pour l'humanité au XXe siècle, c'est d'élargir au maximum, comme le fait Lévi-Strauss dans la petite définition que je viens de vous donner sur l'animal comme étant le plus autrui de tous les autrui. Le défi du XXIe siècle, c'est de réussir dans ce monde mondialisé à élargir le plus possible notre conception de l'altérité. L'altérité, ça veut dire ici la considération d'un autre dont je m'engage à respecter la volonté. Voilà, je peux considérer qu'un animal, comme le voulait Descartes, un animal n'est qu'une machine, mais je peux considérer aussi que c'est un autre, c'est-à-dire un être vivant, doué de sensibilité, et qui a, comme le disent les éthologues, un intérêt à vivre, qu'il manifeste par une volonté, par exemple une volonté de préserver sa vie lorsqu'on s'approche de lui pour le tuer. Il peut percevoir cette intention et y réagir en déguerpissant. C'est pour ça que les animaux ont des jambes, ce que n'ont pas les légumes ou les fruits. Dans la nature, il y a toutes sortes d'êtres vivants qui se comportent de manière très différente à l'égard du risque de prédation que constituent les autres à leur égard. Un fruit et un légume ne s'enfuient pas. Par conséquent, la violence que j'exerce sur ce fruit ou ce légume en lui prenant la vie n'est pas de la même intensité, n'est pas du même degré, de la même intensité que celle que j'exerce sur un animal qui, lui, s'enfuirait, évidemment, s'il le pouvait. Mais toute la ruse et toute l'ingéniosité humaine de l'homme moderne est mise au service de la dissimulation. C'est-à-dire que nous mangeons de la viande, mais nous ne voyons plus les animaux que nous tuons. Ils sont tués dans des conditions abominables qui aujourd'hui sont connues parce qu'on peut les voir sur Internet. On a des vidéos de ce qui se passe dans les abattoirs. Mais il y a une dissimulation organisée, voulue, volontaire et intentionnelle, de manière à éviter le choc que constitue ce spectacle d'un animal mis à mort. Alors, on
peut d'une certaine manière considérer que l'homme du Moyen-Âge était plus cruel parce qu'il tuait les animaux de sa propre main. Oui, mais du coup il en tuait beaucoup moins. Et il n'avait pas cet outil de dissimulation qu'on appelle l'industrie, qui est une manière de masquer au regard à l'intérieur d'enceintes closes, derrière des murs bien étanches, enfin pas tout à fait étanches, puisqu'aujourd'hui des vidéos peuvent sortir de ces murs-là pour nous faire savoir ce qui s'y passe, mais il y a tout de même une dissimulation intentionnelle de cette violence qui a pour fonction de nous épargner une souffrance qui nous forcerait à diminuer notre consommation de viande, parce qu'on ne peut pas assister au spectacle, fût-il celui d'un animal, sans une certaine compassion, sans une certaine émotion. Donc j'invite tout un chacun à réfléchir sur cette définition de la violence en stoïcien, pour vivre une vie plus conforme à la nature, et ça veut forcément dire une vie plus harmonieuse et plus douce, quelles que soient les souffrances que la vie nous impose, si en tout cas nous avons le soin, le souci de ne pas imposer aux autres notre volonté, si nous parvenons à interroger verbalement les autres à chaque fois que nous avons la sensation, l'impression qu'ils essayent de nous imposer quelque chose, eh bien, ma foi, nous pourrons peut-être faire diminuer le degré de violence qui règne sur cette planète. Et si nous pouvons étendre notre soin, notre souci des autres au monde animal, considérant qu'ils ne sont pas simplement des machines, mais des êtres sentants, capables de volonté, d'un intérêt à vivre, eh bien, peut-être que nous n'aurons pas simplement sauvé quelques vies animales, mais nous serons nous-mêmes devenus plus humains.